Bitcoin n'a rien changé au Salvador, à part justement créer cette réserve stratégique avec des fonds publics qui auraient pu être utilisés pour autre chose. Le ministère du Bitcoin au Salvador se focus aujourd'hui sur l'éducation et moins sur l'adoption. Des associations soutenues par le gouvernement et des gouvernements qui expliquent des trucs à des enfants dans un pays, en quoi ça c'est différent, des LGBT aux cheveux bleus et transsexuels qui viennent dans les écoles enseigner les bonnes choses. Donc il a aujourd'hui des outils qui pourraient être utilisés pour une dictature. Deux directions possibles, c'est soit il institue une sorte de monarchie, ou sinon derrière il relâche les pouvoirs et puis il refait une élection. Si la population n'est pas prête à être libre et que t'as des communistes qui arrivent avec des pensées qui sont tellement séduisantes, tu sais, on leur dit c'est juste parce que lui il garde l'argent, il garde le pouvoir, si on était là, ben d'un coup ça serait l'utopie. Et c'est trop simple pour eux de gagner. Les femmes, elles sont Bonjour Marius. Salut Alex, salut Victor. Ravi Bonjour. de te recevoir à nouveau ici. Est-ce que tu es prêt pour l'interrogatoire qui va se passer ? Je redoute les questions, mais très content d'être là. Je crois que c'est la 3e fois déjà que... Deuxième fois. Mais on avait fait un live. On avait fait un live, donc c'est 3, t'as raison. Merde. Exactement. Ok. T'as passé un mois entier au Salvador, si je dis pas de conneries. Ouais. C'était pas pour des vacances, même si ça pouvait s'y apparenter, parce qu'on sait que t'es à un moitié. branleur. Déjà, tout simplement, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment rapidement à aller là-bas ? Parce que, est-ce que c'est une envie de faire du documentaire de façon générale et donc de pousser ton journalisme un peu plus loin, ou est-ce que c'est le Salvador qui t'a attiré et tu t'es dit, bah, si j'y vais, il faut faire un documentaire ? Bah c'est les deux. Tu voulais faire des vacances, ça voulait. Arrête de mentir. Non mais c'est sûr que quand tu prévois d'aller au Salvador, tu prévois aussi un peu de temps libre, donc forcément t'en profites, tu profites de la plage. Mais ouais, mais bah justement le premier live qu'on avait fait, c'était sur après mon papier sur l'Iran, l'adoption de Bitcoin en Iran. Et en fait directement après, je me suis dit bah ce serait cool que je fasse autre chose similaire, mais en allant plus loin. Et donc l'autre destination qui me semblait la plus logique, c'était le Salvador. Et je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose de plus grand, donc potentiellement quelque chose de filmé. Et donc j'ai vraiment pris la même démarche que le papier sur l'Iran, c'est-à-dire donner la parole aux gens et essayer de porter un regard objectif sur ce qui se passe vraiment et voilà, rapporter ce qui se passe et aussi répondre à toutes les objections qu'on entend sur les médias, parce que nous en tant que bitcoiner on entend beaucoup de corrections de Sébastien Gouspillou qui en parle beaucoup, Agelex aussi que je connais un petit peu, qui en a beaucoup parlé, mais on n'avait pas de choses plus grand public qui étaient assez objectives. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire ce travail-là. Tu as fait ça pour Cryptost du coup. C'est ça. Donc avec un média crypto plus mainstream, forcément, donc ça parle peut-être un peu plus au grand public. Toi, avant d'y aller, tu avais des a priori sur le Salvador. C'était quoi vraiment, si tu arrives à te remettre dans le contexte avant de partir, c'était quoi tes a priori ? Pour toi, c'était quoi l'ambiance là-bas ? Bah, j'avais pas vraiment d'a priori, ou en tout cas, ce que je m'imaginais était assez fidèle à la réalité, parce que, bah, comme je dis, je m'étais déjà intéressé au sujet avant. Mais sinon, ouais, j'avais pas mal de préjugés sur potentiellement la violence qu'on pourrait voir, la criminalité. Genre tu pensais que ça allait subsister encore? Ouais, je me suis dit qu'il y allait potentiellement avoir toujours de la délinquance, des problèmes de violence, forcément un pays qui sort d'une guerre civile, une guerre de gangs, etc. Je me dis que potentiellement on allait toujours le voir et ça allait être un danger. Puis aussi je suis parti avec ma copine qui m'a aidé pour C'était filmer. vraiment des vacances quoi. Donc, non, pour ma défense, c'est une photographe qui a fait aussi des vidéos, donc elle m'a beaucoup aidé. C'est notamment grâce à elle, la qualité des images, c'est grandement grâce à elle. Mais donc voilà, j'étais aussi assez inquiet en me disant bah moi je suis déjà allé en Amérique latine, j'avais déjà fait le Pérou, le Mexique, mais elle, la destination la plus exotique qu'elle avait fait avant, c'était la Turquie, et c'était vraiment les zones les plus touristiques de Turquie, genre Antalya, etc. Ça n'avait rien à voir, donc j'avais peur de ce que elle aussi allait ressentir. Et ouais, c'est plus des doutes, un peu de stress avant de partir, forcément, quand tu fais un voyage comme ça dans un pays qui a autant un passé aussi lourd. Ouais. Et aussi la peur quelque part que les gens me perçoivent comme le petit blanc qui vient et qui parle de sujets qu'il ne connaît pas. Donc j'ai vraiment voulu
Enfin, j'avais ce stress-là, en fait, d'un peu tous les côtés en même temps. Mais j'avais pas vraiment d'a priori. Un blanc iranien, quand même. Un blanc iranien. Ouais. Un blanc ouais. Bah, c'est vrai que certains peuvent me prendre T'es pas pour. le plus blanc des blancs, hein, d'après les critères. Oui, mais je parle pas très bien espagnol, donc les gens, forcément, ils allaient savoir que je suis pas. Je suis pas... Parce que oui, c'était un truc, ça. Tu parlais espagnol quand même un peu, tu pouvais communiquer là-bas sur place avec les locaux. Ouais, je suis pas bilingue, mais j'ai des bonnes bases, donc je comprends quand on parle. J'ai plus de mal pour répondre, mais sinon ça se sent que je suis pas espagnol quand je parle. Quoi. Donc, J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin comme je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment avec les livres de Saïd Dinamous, comme les talons Bitcoin ou les talons Fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout. Ils éditent également des livres d'auteurs français comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, la face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de Consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres Consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin, parce que je savais que tout simplement je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez Consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique, c'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission, ça permet de soutenir la chaîne, et si vous l'utilisez avec le code HowToBitcoin, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consensus de nous faire confiance, et moi je vous laisse avec la vidéo. Ok. Et du coup, là, quand t'as atterri, c'était quoi tes premières sensations quand t'es arrivé? Tu t'es senti dans un pays en guerre, en vacances? C'était quoi le mood? Bah, le premier choc, c'est un peu comme à Dubaï, quand tu sors de l'aéroport, en fait, t'as la chaleur et l'humidité qui te saute aux yeux. C'est assez bluffant, mais après, une fois que on est dans la voiture en direction de San Salvador, j'ai une sensation un peu de fierté, tu vois, de me dire je suis enfin là depuis le temps que j'entends parler de Salvador, ça arrive et depuis les plusieurs mois qu'on préparait le voyage. Tu vois, t'as dit le voyage. C'est un voyage, mais c'est pas des vacances. Faire mal semer. Il y a peut-être mon boss qui regarde là. Le poison. Désolé, Cryptos. Non, mais c'était un voyage, forcément. On a pris pas mal de temps libre, mais aussi beaucoup travaillé quand même. Il a fallu. Et donc ouais, mon premier ressenti c'était ça, c'était curiosité et joie d'être ici, de découvrir enfin le pays. Ouais. Ok. Et donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est quoi la réalité de l'adoption de Bitcoin? Et ben l'adoption de Bitcoin elle est quasiment à zéro, hein, on va pas se mentir, c'est forcément plus développé qu'en France. Donc Bitcoin au moment où j'y étais, il y avait encore ce statut officiel de monnaie légale, même si on pourra en reparler, ça veut pas vraiment dire grand chose. Donc forcément on voit Bitcoin un peu partout, il y a des logos Bitcoin à certains endroits, il y a les ATM Chivo, on voit des gens parfois faire la queue au Chivo pour retirer ou pour acheter, je sais pas, potentiellement plutôt pour retirer parce que le prix montait, donc je pense que les gens allaient vendre un peu de BTC. Sinon, au niveau des paiements, quand tu vois, on va dans les grandes chaînes, ils ont tous un Chivo Wallet pour accepter les paiements, mais il faut négocier avec eux, il faut les convaincre. C'est très très limité, où il faut vraiment tomber sur les bons marchands qui, eux, acceptent vraiment. Et tout n'est pas très, très explicite, en fait. Il y a la chaîne En fait, les chaînes de supermarchés principales acceptent les paiements Bitcoin. Donc, c'est principalement Walmart et une chaîne qui s'appelle Super Selectos, je crois, un truc comme ça. Et en fait, Super Selectos, c'est selon les... Et donc, Super Selectos, selon les magasins, c'est assez spécial parce que tous n'affichent pas accepter les paiements en Bitcoin, même s'ils le font tous. Et donc, certains, il y a des pancartes en disant on accepte les paiements, et d'autres non. Donc, ça demande un peu de temps d'adaptation pour se dire ok, là, je vais prendre l'assurance et demander à payer en Bitcoin. Okay. Donc, ça veut dire que si tu te balades avec un wallet Bitcoin et pas de dollars, tu peux vivre ou faut quand même faire gaffe à où tu... Enfin, est-ce que tu te dis je peux vivre tranquille sur un Bitcoin standard ou faut quand même avoir du dollar au cas où? Faut toujours avoir du dollar au cas où, je pense. Une des premières choses que j'ai fait, c'est retirer un peu de cash, d'avoir du dollar pour pouvoir, en sécurité, quoi, et payer. Quand t'es arrivé là-bas, t'as vendu du Bitcoin, quoi.
Ouais, bah justement, j'ai fait C'est une... terrible. Ah, c'est horrible. Oh, l'expérience On pourrie. arrête, on coupe. Je suis désolé, je dois me confesser. Mais c'est Non. une des premières vidéos que j'ai faites, que j'ai publiées sur Twitter, le test du Chivo ATM, donc du distributeur, où j'ai vendu pour $200. Mais à ce moment-là, je me disais, c'est incroyable parce que le prix venait de monter presque à 90 000. Donc je me suis dit, c'est quasiment le top. Quelques semaines après, on était au-dessus des 100 000, mais je me dis, quoi qu'il arrive, j'en ai besoin. Et puis c'est un budget que j'avais fait en Bitcoin avant, quand on était aux alentours des 50, 60 000. Donc au final, tu arrives sur place, tu as déjà une plus-value de 20%. Donc au final, niveau budget, ça a été... Mais ouais, j'ai dû vendre un petit peu. Et pour répondre à ta question, on avait aussi un compte en banque où genre Revolut, où on pouvait dépenser en carte. Donc ça nous a aussi bien sauvés. Voilà, pour éviter de dépenser trop de cash. Parce que c'était vraiment, j'ai pris du cash en stricte sécurité. Parce que c'est un pays quand même assez bancarisé. Ils ont les TPE de carte bancaire classiques. Surtout dans San Salvador, dès qu'on sort un petit peu, c'est plus compliqué. C'est quasiment que cash ou Bitcoin si t'as de la chance. Mais sinon ouais, on peut pas se balader dans les rues de San Salvador et imaginer qu'on va payer en Bitcoin partout. On peut pas attendre d'eux qu'ils acceptent les paiements en Bitcoin. C'est très très compliqué. Malheureusement, voilà, l'adoption a été faite un peu à l'envers et donc ça fait qu'aujourd'hui les gens ils savent ce qu'est Bitcoin, plus ou moins. Ouais. Ils en ont entendu parler, mais ils savent pas l'utiliser. Ouais, c'est con quand même. Ouais. Et aussi, il y a un gros amalgame entre Chivo et Bitcoin, en fait. C'est un peu ce que j'explique dans le documentaire. C'est que les gens assimilent déjà Bitcoin au truc de Bukele. Et Chivo, ils l'assimilent aussi à Bitcoin. Ils comprennent pas vraiment ce qu'est la différence parce qu'il n'y a pas eu d'éducation faite. Pour eux, Bitcoin, c'était dans Chivo. Chivo, c'était Bitcoin. Il n'y a pas eu de discernement avec, donc... Quand on leur disait je veux payer en Bitcoin, souvent ils te montraient leur wallet Chivo, mais te montraient une invoice dollar sur Chivo. Parce que sur Chivo, tu avais aussi la possibilité d'avoir des dollars, ce qui s'apparente beaucoup à une CBDC, vu que c'est un peu comme PayPal, sauf que c'est un wallet géré par le gouvernement. Donc c'est presque une CBDC. Et donc les gens avaient cette application, mais ils comprenaient pas comment l'utiliser. Et l'UX est exécrable. Ok. Et parce que c'était aucun. T'as pas encore rencontré tous les Salvadoriens, mais de manière générale, il y en a pas qui se sont accaparés des solutions privées, un wallet Phoenix, wallet of Satoshi ou j'en sais rien. Si, il y en a. T'as une base de Salvadoriens qui se sont intéressés à Bitcoin grâce à la loi. Certains que j'ai rencontrés, notamment il y a Isis Cruz qui a participé au premier premières éditions d'éducation, Kubo Plus, etc. Qui a découvert Bitcoin avec la loi et avec ces cours-là, et qui elle est complètement bitcoiner et n'utilise quasiment pas Chivo, etc. Okay. Donc il y a vraiment une base de bitcoiners qui sont un peu comme nous et qui ont été aidés par certaines opérations du gouvernement. Mais sinon la majorité, ils ont tous peut-être Chivo sur leur wallet parce qu'ils l'ont téléchargé pour recevoir les $30. Mais sinon les gens ne l'utilisent pas, quoi. Ok. Et t'as un truc ? Non, mais en fait je me demandais pour eux sur place, c'est quoi l'intérêt s'ils ont vraiment un intérêt particulier à utiliser Bitcoin. Genre, parce qu'avant, on disait oui, ça va être utile pour éviter les gangs, ils ont plus besoin de cacher leur thune sous le matelas et tout, mais maintenant que... Pour la diaspora aussi. Ouais, la diaspora. Maintenant que le problème de sécurité est réglé, que les gens peuvent quasiment rentrer au pays, que l'activité économique va un peu repartir, est-ce qu'au final, les arguments un peu qui étaient donnés sont toujours valides ? Et est-ce que, je sais pas, les taxes sont suffisamment élevées et la coercition de l'État fait suffisamment peur pour se dire, bon, il me faut une alternative, un peu comme nous, on va vendre Bitcoin en France, en Europe, pour un peu, voilà, du business alternatif. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Bitcoin, en fait ? Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de Bitcoin aujourd'hui parce que ils utilisent le dollar et ça reste le meilleur shitcoin, ou le moins pire. Et donc à partir du moment où tu as du dollar, que tu peux en avoir sur Chivo ou juste en cash dans tes mains, c'est un pays qui est aussi qui utilise beaucoup le cash. Donc à partir du moment où ils ont du dollar, où certes ils subissent un peu l'inflation du dollar à cause de la politique de la Fed, et que ils en bénéficient pas forcément, ils bénéficient pas de l'impression monétaire, mais ils ont quand même accès à une bonne monnaie. Et quand tu compares, par exemple aujourd'hui Bitcoin est à $100 000, mais même dans leur tête, j'imagine aujourd'hui, en voyant le Bitcoin à faire des plus hauts, ils ont encore le passé de se dire en fait Bukele il a lancé son truc, ça a perdu 80% de sa valeur, alors que le dollar
Ok, ça a peut-être perdu 10-20% depuis ces 3-4 dernières années, mais c'est quand même plus sûr. Et donc pour eux, ils voient pas l'intérêt à avoir du Bitcoin. Et donc je pense que ça va être la même chose que pour des citoyens états-uniens ou même pour des Européens. C'est à partir du moment où leur monnaie locale va rentrer en forte inflation, voire hyperinflation, ou qu'il va y avoir justement de la coercition, comme tu disais, bah à ce moment-là, peut-être qu'ils vont trouver une incentive à utiliser Bitcoin. Et justement, j'ai discuté de ça dans l'interview avec Giacomo Zucco, qui travaille avec Plan B, etc. Et qui travaille aussi sur les initiatives d'éducation, NodeNation et Kubo+. Et lui, il exprime bien que son objectif, c'est pas de faire augmenter l'adoption de Bitcoin, mais de faire d'améliorer l'éducation autour de Bitcoin. Et l'objectif, c'est que la population apprenne ce qu'est Bitcoin, apprenne comment l'utiliser, pour que le jour où ils ont besoin, si jamais Bukele, tourne mal et devient complètement fou et devient un dictateur fou, ou alors même quelqu'un d'autre prend sa place et c'est un dictateur, un socialiste. Un socialiste, un communiste, peu importe, qui fait revenir les gangs, etc. À ce moment-là, voilà. À ce moment-là, potentiellement, il pourrait avoir cette porte de sortie qui est Bitcoin. Mais si avant ça, on les a pas éduqués, s'ils ne comprennent pas ce qu'est Bitcoin, la self-custody, etc., ils pourront pas avoir accès à ça. Et donc, je pense que c'est vraiment là-dessus que le Salvador, que le gouvernement et le Bitcoin Office, donc qui est sur le ministère du Bitcoin au Salvador, se focus aujourd'hui, c'est sur l'éducation et moins sur l'adoption, contrairement à les premiers mois du lancement de la loi où c'était en mode on vous donne de l'argent, on en parle un peu partout pour que vous utilisez, mais il n'y a pas eu de l'éducation antérieure. Donc si là il fait l'inverse, potentiellement que ça serait mieux passé, potentiellement qu'on aurait plus d'adoption de Bitcoin aujourd'hui. Parce que dans les premiers mois, selon les témoignages, c'est entre 70 et 80% des commerces qui acceptaient Bitcoin dans la capitale. Aujourd'hui, on est sûrement peut-être moins de 5%. Ah oui. Donc, ça reste quand même déjà beaucoup plus élevé qu'en Europe, qu'en France. Même à Prague, qui est une des villes qui accepte le plus Bitcoin, je crois qu'il y a plusieurs dizaines de bars, il y a plusieurs ATM Bitcoin ou des bureaux de change, etc. Salvador reste quand même beaucoup plus Bitcoin que Prague. Donc ça reste quand même la ville numéro 1 Bitcoin si on la rapporte à sa population. Après forcément il y a Helsinki, il y a Berlin où il y a plus d'adoption. Ouais, la grande différence c'est quand même que là eux ils vont pousser l'éducation de Bitcoin dès l'enfance au final. Ouais. Après j'aimerais bien savoir comment ils le vendent le machin. Comment ça ? Est-ce qu'ils disent oui, c'est un outil de souveraineté j'ai du mal à voir comment un État vend Bitcoin. C'est un État bien intentionné. Oui, genre je suis tellement pas habitué. Déjà, ceux qui font les cours, enfin ceux qui dispensent et ceux qui apportent cette éducation Bitcoin dans les écoles, c'est pas vraiment l'État. C'est des institutions, des organisations qui travaillent avec le gouvernement, mais qui sont validées. Ouais, qui sont plus ou moins indépendantes, mais qui ont la validation quand même du gouvernement. Donc, on peut citer Roxy qui travaille avec Plan B, qui est à l'initiative de deux initiatives. NodeNation, qui est destinée pour les lycéens, et Kubo+, destiné pour les adultes, donc soit en diplômés ou non diplômés, mais au moins des ingénieurs ou qui voudraient être dev ou je crois qu'ils ont même quelque chose focus sur l'économie, enfin bref, qui voudraient approfondir ça. Ouais, ils ont plusieurs. Ça c'est plutôt Plan B, c'est pas forcément la partie salvadorienne Kubo+. Okay. Et après il y a aussi l'initiative Mi Primer Bitcoin, donc My First Bitcoin sur la version internationale, qui est une association qui elle va intervenir dans les écoles, mais pas que, aussi dans des villages et apprendre en fait les bases de la monnaie, expliquer qu'est-ce que le dollar, comment est-ce qu'il fonctionne dans les grandes lignes. Pour les débutants, accessible aussi à des enfants ou à des personnes qui n'ont pas forcément reçu d'éducation. Parce que pour la majorité, c'est des adultes qui ont connu soit la guerre civile, soit la fin de la guerre civile. Donc, ils n'ont pas eu forcément accès à une éducation aussi développée que nous, on a en Europe. Et donc, c'est des cours qui sont très accessibles pour eux, qui sont dispensés autant à des adultes qu'à des enfants. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a cette initiative Mi Primer Bitcoin qui introduit Bitcoin sur les bases, qui apprend à utiliser des wallets, ça reste des wallets custodiales comme Blink ou Wallet of Satoshi ou autres, pour pas faire de pub. Mais ils apprennent vraiment les bases, ce que c'est la monnaie, ce que c'est Bitcoin et comment l'utiliser. Et ensuite, pour ces enfants-là qui ont suivi ces cours-là, ils ont l'opportunité au lycée et au collège, je crois même, de suivre donc les cours de NodeNation, qui est notamment dirigé par Pupus SG. Peut-être que vous en avez entendu parler de lui. Et ensuite, ils essayent de créer tout un cursus
Bitcoin et voilà. Et après, la partie Cubo Plus, c'est assez fou parce que les personnes qui interviennent, c'est des OG Bitcoiners ou c'est des gens hyper connus. Il y a Save Dynamos, Peter Todd, il y a plusieurs dev core, notamment un qui s'appelle John Attack, que j'avais interviewé aussi il y a pas longtemps, qui intervient là-bas. Enfin, c'est vraiment c'est un peu... Ouais, c'est la crème de la crème. C'est un peu comme si t'apprenais le foot en école sport et t'avais Zidane ou Messi qui venaient t'apprendre, quoi. C'est vraiment les gens les plus connus qui viennent. Donc, c'est vraiment fou de voir ça. Alors, depuis tout à l'heure, il y a un truc qui tourne dans ma tête. Il faut que je vous le partage parce que sinon je vais pas y arriver. Mais des associations soutenues par le gouvernement et des gouvernements qui expliquent des trucs à des enfants dans un pays, en quoi ça c'est différent des LGBT aux cheveux bleus et transsexuels qui viennent dans les écoles enseigner les bonnes choses. Genre, en vrai, ce qui nous différencie, c'est que si on prend du recul, on a l'impression que ce qui est instruit est bien, mais au final, est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Genre... Après, c'est la théorie depuis le début, je crois, c'est qu'ils aient un bon dictateur. Ouais, c'est ça. Il le dit depuis le début. Du coup, tu vois, le meilleur dictateur au monde, de Coolest. J'essaie de me recentrer sur les principes qu'on répète en permanence. Non, ça marche pas du tout. Tu vois, j'ai du mal à m'en réjouir, en fait. Objectivement, je me dis, en vrai, ça peut pas faire de mal. Mais je sais pas, j'arrive pas à être content. Après, je parle à ta place aussi. Fais tes trucs. Amuse-toi. Non, mais je me dis, en vrai, tant que t'es libre de rester, de partir, de peut-être faire ton éducation de ton côté, genre qu'au final, t'as un niveau de liberté qui est suffisamment grand. J'ai envie de dire, allez, ça va. Ce sera... Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas notre utopie. Mais faut voir d'où ils partent et ouais, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, il y a tout un contexte à remettre et c'est pour ça que d'ailleurs que dans le documentaire je commence par ça, par mettre tout le documentaire sur l'historique du Salvador et comment est-ce qu'on est arrivé à la situation actuelle. Et déjà, en fait, il y a deux sujets déjà sur le fond, c'est-à-dire qui fait ces cours-là, comment est-ce qu'ils sont construits, etc. C'est fait par des bitcoiners OG, pas forcément OG, mais même des bitcoiners maximalistes, voire même plus maximalistes que moi, plus toxiques que moi encore. Par exemple, moi, je me verrais proposer à certains d'utiliser des wallets Lightning custodial. Et Popo SSG qui fait Nonation, lui, c'est zéro custody. Il apprend de A à Z comment miner. Il fait démonter des Bitax, des ASICs, comment monter un nœud Lightning. Enfin, ils apprennent vraiment tout de A à Z sans passer par des services custodians. Après, dans la forme, la manière dont c'est fait, c'est très shady. Et c'est un des points sur lesquels je mets en avant. Notamment, je me sers du discours de Claudia Ortiz, qui est l'opposante principale politique, même s'il n'y a pas forcément d'opposition au Salvador. Mais c'est la voix de l'opposition. C'est une vraie dictature, ça, c'est bien. Ouais, et donc, eux, ce qu'ils pointent, c'est que vraiment, tout ça, c'est un peu opaque. Et la manière dont c'est fait pourrait difficilement être applicable, par exemple, en France, en Europe. C'est difficilement imaginable qu'on puisse avoir une politique comme ça, où le gouvernement applique les choses sans montrer trop d'informations. Ouais, parce que toi, tu dis c'est des maximalistes hardcore, tu cites SafeDyn et tout. Nous, on sait que c'est pas des fous furieux, qu'ils ont des principes qui sont corrects, mais tu te mets de l'extérieur, surtout pour un Salvadorien qui les connaît pas forcément. C'est juste une bande de dégénérés mentaux. Enfin, tu vois, ça peut de l'extérieur, ça peut être comme nous. Tu vois une association chelou qui va enseigner des trucs à tes gosses. Tu peux dire, mais d'où ça sort, tu vois. Ouais. Et par exemple, là récemment, il y a le FMI qui a refait un rappel. On pourra aussi parler de ça plus précisément, mais le FMI qui a fait un rappel au Salvador en leur disant que ils ne veulent pas qu'ils achètent plus de Bitcoin. Et le Salvador répond en achetant de plus en plus. Mais en fait, on ne peut pas être sûr à 100% qu'ils achètent encore. Parce que tout ce qu'on voit, c'est une adresse publique avec un BTC par jour qui est rajouté. Donc c'est juste Max Kaiser qui bouge des BTC tous les jours. Ça se trouve, mais on ne sait pas parce qu'en fait, il y a une totale opacité sur les fonds publics du gouvernement. Et donc, on ne sait pas si... Parce que là, ils ont 6000, presque 7000 BTC. Est-ce qu'ils ont acheté ces 6000 BTC, comme ils ont dit, avec plusieurs millions en 2021-2022, et que depuis 2022, ils font bien leur DCA? Ou est-ce qu'ils n'ont pas acheté 10 000 BTC au 2021 au top du marché, et maintenant ils se contentent juste d'en bouger quelques-uns? En fait, on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, c'est utilisé par le gouvernement comme un argument de dire « Ah, regardez, on continue d'acheter du Bitcoin parce qu'on a encore confiance en Bitcoin ». Et c'est un message fort et je pense qu'il est important pour la géopolitique et pour Bitcoin en général. Mais par contre, on n'a aucune manière
d'être sûr à 100% que c'est bien ce qui se passe. Et donc là, en fait, on parle de Bitcoin, donc forcément, nous, on peut se dire, ah bah c'est bien parce que c'est un gouvernement qui démocratise Bitcoin et qui en parle. Et donc, nous, en tant que Bitcoiner, on peut se dire, bah c'est bien ce qu'il fait. Mais par contre, si on remplace Bitcoin par juste de l'or et on remplace le Salvador par la France, et en fait, on met la même politique, c'est-à-dire une dépense de fonds publics, c'est-à-dire nos impôts, en fait, qui sont utilisés pour acheter de l'or, bah en fait, ok, d'accord. Même pour acheter du Bitcoin, je serais pas d'accord. Oui, ou même pour acheter du Bitcoin, mais là c'est juste pour prendre un exemple vraiment complètement différent. Si on avait exactement la même chose, bah en fait en France, on aurait toute l'opposition et même potentiellement des personnes du gouvernement qui seraient contre et qui relèveraient qu'il y a un problème là-dedans. Bah, surtout que en fait, ça veut dire tu prétends savoir mieux où investir l'argent que chacun, en fait. Autant rendre à chacun à l'équivalent de sa contribution, dire tu fais ce que tu veux avec. C'est qu'au final, tu prives de choix, quoi. Et après, la France, par exemple, tous les pays ont déjà des réserves stratégiques en essence, en plein de choses. Mais le problème, c'est pas que cette réserve stratégique est constituée, même si pour moi, c'en est un, mais là, le problème que je veux soulever, c'est l'opacité qu'il y a dessus. Et donc, forcément, dans le contexte du Salvador, c'est très complexe de pouvoir porter un jugement et je pense pas être suffisamment légitime pour pouvoir dire c'est bien ou c'est mal. Par contre, je me devais de le mettre en avant et de faire le parallèle que si on avait la même chose en Europe ou en France, sûrement que ce serait très, très problématique et on décrirait sûrement, si Macron le fait, on le décrirait comme un dictateur, etc. Et ce serait normal. Mais le contexte historique du Salvador et surtout le contexte depuis ces dernières années justifie en fait un peu cet ajustement, enfin cette action. Il y a au moins un truc que je préfère dans la manière de faire salvadorienne. Ça me fait penser à l'épisode de Raptor avec Papacito. C'est parti. Ouais, tu sais, j'ai vu, c'est un des présidents. Non, il est dit même. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Ah, des Philippines, Duterte. Ouais, un truc dans le genre où il dit ouais. Les dealers. Non, le mec il dit je préfère être un dictateur qu'être gay. et en fait, ce que j'aime bien du côté du Salvador, c'est que au moins c'est assumé, tu vois. C'est pas gay. C'est pas gay. Genre il le dit lui-même, voilà, genre je suis le meilleur des dictateurs. Genre en fait c'est le système qui veut mettre en place. Il prétend pas être, je sais pas, le petit père du peuple qui est gentil et qui est pour la démocratie, que tout le monde ait son choix ou je sais pas quoi. Genre en fait lui c'est clair, c'est ça, et il dit je vais être un bon dictateur et on va aller loin ensemble et on va créer la Startup Nation et tout, je sais pas trop quoi. Alors que au contraire en France on va nous présenter les choses à chaque fois. Oui, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Je vous écoute, je vais régler tous vos problèmes et tout. Mais on est dans une démocratie. Genre, on est sur un jeu d'acteurs, alors que là-bas, au moins, c'est clair, tu vois. Je préfère au moins ça. Mais surtout, en fait, pour remettre dans le contexte, y avait la guerre civile jusqu'à 92, il me semble. Ensuite, il y a eu l'arrivée des gangs. Et il y a eu une première tentative d'arrêt des gangs en 2003. Donc c'était avec cette opération Manodura où le président, qui était un président du FMLN, donc c'est le parti en gros communiste, qui a emprisonné près de 20 000 membres de gang. Derrière ça, les juges constitutionnels, je sais plus comment on appelle ça, j'aurais dû rechercher ce terme exact avant, bref, les juges de la constitution salvadorienne. La Cour suprême. Oui, ça, la Cour suprême, ont jugé que cette action était anticonstitutionnelle. Et donc ils ont relâché les 20 000 membres de gang. Et derrière, ça a été une des années les plus criminelles, les plus meurtrières, parce que les gangs se sont vengés. Donc ça, c'est en 2003. Il a fallu attendre 2019 pour que Bukele arrive et essaye quelque chose. Il fait la même chose au final, sauf qu'il les a pas relâchés. Sauf qu'il a pris les juges aussi et il leur a dit vous les relâchez pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, lui, il arrive à faire ce que avant on n'a pas réussi. Et donc, certes, la manière dont il le fait est discutable, parce que nous, en Europe, on n'imaginerait pas ça. Mais en fait, la manière dont il le fait, c'est probablement l'une des seules, voire la seule manière de le faire. Parce que c'est dans un pays où il y a beaucoup de corruption, où les juges, la police, les chefs de prison, tout le système judiciaire et carcéral et autres avaient un marché avec les gangs. Et les gouvernements pré-Bukele se mettaient d'accord avec les gangs, marchandaient avec les gangs pour pouvoir se dire voilà, t'as ton territoire, j'ai le mien et on se marche pas dessus, et si on se marche dessus, il y a des vengeances d'un côté comme de l'autre. Et là donc Bukele arrive à tourner un peu la tendance
et arrive à mettre fin à ces gangs, notamment en rentrant dans l'Assemblée législative avec l'armée pour les forcer à voter un budget de sécurité, pour utiliser ces fonds-là pour acheter plus de matériel de sécurité, et met en place un état d'urgence prolongé, qui est renouvelé sans cesse, encore jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait presque 3 ans qu'il a été mis en place. Et tout ça, en fait, certes, si on les prend point par point, on se dit, mais c'est un dictateur, et on pourrait le justifier. Mais par contre, dans le contexte dans lequel c'est, la raison pour laquelle il le fait, on peut pas se dire... Ouais, surtout qu'en plus, il y a un truc quand même qui est important, c'est que les gens analysent ça comme si de base les gens vivaient dans un pays libre. Ouais. C'est qu'en fait, il y avait déjà un État, hein, il y avait déjà une mafia en fait qui était là. Parce qu'au final, les gangs étaient juste plus hauts que l'État avant qu'ils soient là. Et nous, on dit souvent que l'État c'est une mafia, c'est le cas. Et c'est qu'il y avait déjà un État, et en fait, ils l'ont juste remplacé par un autre qui a la prétention d'être meilleur, ce qui s'avère quand même être plutôt vrai. Mais en fait, on part pas d'une situation libre, en fait. C'est ça que je trouve qu'il est assez important de préciser, c'est qu'on part pas d'une situation libre où il y a un mec fou dictateur qui se dit je vais mettre tout le monde en tôle. C'est qu'en fait, ces gens-là, c'était la mafia sur place. Mais ouais, du coup, je t'ai coupé, mais je trouvais que c'est important. Tu veux dire quelque chose aussi Non, mais je voulais venir à la fin. Aujourd'hui, ça se traduit par le fait que tu pars en vacances là-bas pour tourner un reportage. Voilà. Exactement. Genre, c'est un bon constat. Genre, c'est un peu comme, tu vois, la chute du mur. On disait, personne n'est parti à l'Est. Ouais. Aujourd'hui, les gens partent à l'Ouest, au Salvador, et ils sont pas en train de quitter le pays, bien au contraire. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait un peu utilitariste. Genre, voilà, c'est ce qui marche. Mais est-ce qu'il faut pas qu'on mette de l'eau dans notre vin et qu'on dise en fait à des moments la fin justifie les moyens. C'est ça. Et aujourd'hui, l'opposition, les seuls points, je pense qu'il y a 2 principaux points sur lesquels l'opposition peut se positionner aujourd'hui. Non, peut-être 3. Le premier, c'est que dans les 80 000 personnes arrêtées, il y a forcément eu des erreurs et il y a eu des innocents, à un taux qui est comparable aux innocents qui sont en prison aux États-Unis ou même dans certains pays d'Europe. Donc c'est pas normal forcément, mais c'est quelque chose qui est pas exclusif au Salvador. Le deuxième point, c'est... Si je peux juste rebondir là-dessus, ça me fait penser au principe de proportionnalité dont on parlait avec Alexandre Stachenko, par exemple, avec la surveillance financière. Et là, c'est un peu ça, c'est que, oui, peut-être que t'enfermes des gens qui devraient pas. Ouais. Mais en fait, il faut voir tous ceux qui en liberté sont pas en liberté à cause de ces gangs. Et donc c'est l'argument. Tu prends un risque, mais qui est mesuré, qui est proportionnel par rapport à ce que tu vas gagner. Et c'est exactement l'argument que Bukele utilise contre les ONG qui le dénoncent. Les ONG elles vont dire Bukele a emprisonné tant d'innocents, mais Bukele répond en disant mais ok, il y a ces personnes-là qui sont potentiellement innocentes que j'ai emprisonnées, mais derrière combien est-ce que j'en ai libéré? Parce que c'est une population de presque 6,5 millions d'habitants. En fait, ces gens-là vivaient dans la terreur. Ils pouvaient sortir et ne jamais revenir, ou sortir et revenir dépouillés, rackettés, voir des gens de leur entourage tués pour aucune raison, juste parce qu'un gars a trouvé que c'était drôle de tirer dans la foule. Et là maintenant, peut-être qu'il y a une minorité de personnes en prison, mais il y a 6,5 millions de Salvadoriens qui sont libres et qui ont aujourd'hui une opportunité économique. Je sais pas si ça peut se traduire comme ça en français. Déjà juste de vivre. Oui, juste de avant vivre. Même d'avoir une activité économique, ils peuvent sortir dans la rue, ce qui était quand même pas déjà gagné. Oui, et ensuite de ça découle Bien sûr. des opportunités économiques, c'est-à-dire plus de travail, c'est-à-dire plus de dépenses aussi, plus de pouvoir d'achat, parce qu'ils n'ont plus de redevances à payer aux membres de gang, ou alors ils sont plus rackettés, donc ils ont plus d'argent dans leur poche. Donc de ça, juste de plus de sécurité, découle déjà plein de choses. Et après, forcément, il y a le sujet de, en fait, Bukele, il met des choses en place pour arriver à la situation actuelle qui est positive. Mais par contre, les outils qu'il a aujourd'hui sont dangereux s'ils sont maintenus ou s'ils sont utilisés d'une mauvaise manière. Donc maintenant, toute la question, et c'est un peu ce que je soulève dans la conclusion du documentaire, c'est comment est-ce que ça va évoluer plus tard. C'est l'après. C'est qu'aujourd'hui, ce sur quoi les Salvadoriens se focalisent, c'est l'économie. Parce qu'il y a encore beaucoup de pauvreté, il y a moins d'inflation, il y a moins de pauvreté, il y a plus de travail, il y a beaucoup d'investissements étrangers qui arrivent, mais derrière, ils ne voient pas
d'amélioration concrète, en tout cas pour l'instant. Ça va prendre encore beaucoup de temps. C'est un pays qui a besoin de se construire. Et je crois qu'ils sont en train de construire un deuxième aéroport, ils refont quasiment toutes les routes, et c'est déjà un bon début. Et donc c'est ça le deuxième point dont je voulais parler, c'est qu'en fait, Bukele a aujourd'hui des outils qui sont clairement qui pourraient être utilisés pour une dictature et un gouvernement qui vont passer une conversation totalitaire. Mais là, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux directions possibles. C'est soit, genre vraiment, il institue une sorte de monarchie, pourquoi pas, tu vois, ou après, c'est une sorte de pouvoir familial qui se garde, et puis t'as une sorte de dynastie avec une propriété privée du pays par le monarque, et qui pourrait marcher, tu vois, et ou sinon derrière il relâche en fait les pouvoirs et puis il refait une élection. C'est ça. Il faut qu'il diminue les pouvoirs en fait du mec qui serait élu, quoi, parce que sinon ça peut vite partir en couille. Ouais, c'est ça la question. Déjà, il s'est fait réélire. Justement, ces juges constitutionnels, il les a remplacés par des gens qui étaient pro lui. Donc aussi, au final, on avait une corruption qui était pro-gang, si on peut appeler ça comme ça. Et maintenant, on a une corruption qui est pro-Bukele. C'est la bonne corruption. Oui, entre guillemets. Je sais pas si une corruption peut être bonne, mais en soi, on peut l'appeler comme ça. Mais selon leur point de vue, maintenant, c'est... Ouais. Et donc ces juges-là qui ont été remplacés ont permis à Bukele de mettre en place sa politique sécuritaire, mais aussi de pouvoir se réélire en réinterprétant certains textes de loi. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est fait réélire. Maintenant, la question, c'est que je crois que c'est jusqu'à 2029 qu'il sera président, ou 2028, je suis pas sûr. Je crois que c'est un mandat de 5 ans, donc oui, 2029. Et ensuite, la question, c'est qui après lui, comment, quoi, est-ce que ce sera lui, quelle manière est-ce qu'ils vont trouver pour faire ça, et donc, si on se place en tant que, démocratie, on pourrait tout simplement dire, on fait un référendum, on laisse le choix à la population. Est-ce que vous voulez laisser Bukele se représenter, oui ou non? Et si la majorité dit oui, c'est une bonne solution. Ce serait une façon très simple de régler le problème, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein de problèmes comme ça que même en France, on pourrait régler. Ah oui. Juste, tu fais un référendum. Est-ce qu'on peut laisser, par exemple, le cas de Marine Le Pen, est-ce que vous laissez Marine Le Pen se représenter? Il y a forcément des gens qui vont pas voter pour elle, mais qui vont voter oui parce que ils tiennent à la démocratie. Et donc, censurer quelqu'un. Après, en France, les référendums servent à rien. Parce qu'on nous a demandé si on voulait rentrer dans l'euro ou pas. On a dit non, on est rentré dans l'euro. Oui, ça n'a pas de pouvoir, mais au moins, tu as un avis. Et si tu te positionnes contre, tu es clairement coercitif. Et au moins c'est affiché. C'est affiché, mais ça n'a rien changé, quoi. On est des queues depuis 20 ans, quand même. C'est ça. Oui, non, c'est... Ouais, mais au moins, c'est ça. Mais au moins, voilà, il y a une trace écrite, quoi. Ouais. Au moins, c'est démocratie violée, voilà. Exactement. Et peut-être le troisième point dont je voulais parler, que l'opposition utilise, c'est Bitcoin, en fait. Parce que Bitcoin n'a pas ou rien changé au Salvador, à part justement créer cette réserve stratégique avec des fonds publics qui auraient pu être utilisés pour autre chose. Ou des bitcoins qui peuvent être vendus maintenant pour faire quelque chose, même s'ils en ont déjà vendu pour créer des hôpitaux. Je crois qu'il y a eu des cliniques vétérinaires, etc. Ça représente combien du PIB aujourd'hui? Parce que je sais pas, mais 6 milliards, c'est ça là qu'il a. Non, c'est 600 millions. C'est beaucoup moins. C'est ridicule comparé au PIB. Hein. C'est pas comme par exemple le Bhoutan a une réserve stratégique qui est équivalent à un tiers de leur PIB. Mais pour le Salvador, leur PIB, je crois qu'il est à 15 ou 20 milliards. Ah, ok. Et ils ont même pas 1 milliard de Bitcoin. C'est pas non plus ridicule. Oui, mais c'est pour ça. Mais oui. Oui, c'est petit. C'est pas ridicule. C'est petit, mais ils pourraient faire plein de choses avec, surtout pour un pays aussi pauvre. Ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your keys, not your coin. Voilà. Conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque. Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière? Rendez-vous sur bitbox.swiss
et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. Ils pourraient faire pas mal de choses. Et si en plus de ça, ils n'avaient pas donné les $30 en Bitcoin, etc. Enfin, s'ils n'avaient pas fait tout leur projet bancal, ils auraient aussi récupéré pas mal de fonds. Après, je pense que sur Bitcoin, sur ce point, c'est impossible de... En fait, le Bukele arrive en 2019. La priorité, c'était quand même les gangs, Bitcoin ou pas. Donc, juger du résultat, en fait, je trouve que c'est tellement prématuré aussi. C'est que, en fait, les impacts économiques, qu'ils soient bons ou mauvais, on est incapable d'en juger parce que ça fait quoi? Allez, ça fait 1 an, 2 ans? Non, 2 ans que c'est safe. C'est à peu près ça? Ouais. Donc, 2 ans que c'est safe. Ok, ça fait 2 ans que l'activité économique peut repartir, mais en 2 ans... Je crois que c'est quand même notable, les différences. Non, c'est notable, mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop tôt pour se faire un jugement final et dire, ok, c'est un succès ou c'est un échec. Ouais, je vois pas trop comment tu peux dire un échec, mais... Non, mais par exemple, sur l'adoption de Bitcoin, tu vois. Ah oui. Genre, ouais, de ça, juger ça, des c'est résultats. marginal, Ouais, mais les gens peuvent dire, du coup, oui, mais regardez, on aurait pu faire autre chose, ça a été un mauvais choix. Justement, l'opposition, Claudia Ortiz, elle a clairement appuyé sur ce point-là. C'est, ok, la sécurité, il s'en est chargé, mais maintenant, c'est l'économie. Même si l'économie tend à s'améliorer, les chiffres montrent que ça s'améliore, il y a plus de PIB, il y a moins de pauvreté, etc. Il y a quand même pas mal d'inflation, il y a quand même des gens qui vivent dans la misère, des gens qui manquent d'éducation, etc. Et donc, l'opposition ne se pose pas en mode, ils n'acceptent pas la progression, et ils viennent dénoncer qu'il y a toujours des problèmes. Mais bon, c'est un peu normal, en fait, c'est complètement ridicule. C'était pas une opposition. Oui, non, mais le problème, c'est que l'opposition n'est même pas, je sais pas, pragmatique ou réaliste. Elle reconnaît même pas qu'il y a du bon dans sa politique. Ouais. Et elle fait que de pointer du doigt les mauvais points, à juste titre. Okay. Mais je pensais qu'ils reconnaissaient quand même... Je pensais qu'ils étaient de bonne foi. Sur la politique monétaire, ouais. Politique sécuritaire, oui. Ok. Par contre, sur Bitcoin, sur l'économie, pour eux, c'est en mode, c'est toujours aberrant. Par exemple, quand j'ai été à l'Assemblée... C'est des socialistes, c'est ça? Franchement, je sais pas trop. J'ai entendu dire que... Ils sont pour une aide sociale, pour le filet de sécurité. Le discours de Ortiz était très socialiste, mais ce qui est assez bizarre, c'est que... Après, j'ai pas réussi à vérifier la source, donc ne prenez pas ce que je dis pour vérité. Mais dans les commentaires de l'interview de Ortiz, il y a une personne qui a répondu qu'elle faisait partie ou elle était proche du parti Arena, et Arena qui était le parti plus conservateur et de l'élite passée. Mais après, oui, c'est vrai que dans votre définition de socialiste, c'est pas le parti socialiste français, quoi. C'est plus du socialisme genre RN en France. C'est du socialisme, oui, mais... Étatiste, accordons-nous voilà. là-dessus. Collectiviste. Ouais, voilà. Ouais, donc c'est pas étonnant, quoi. Ouais. Ça sert pas à son discours, mais ouais. Non, mais c'est juste que... C'est chiant de souffler le chaud et le froid, mais ça peut justifier, du coup, que le mec garde le pouvoir, quoi. Ouais. Le problème, c'est que c'est un peu la discussion qu'on avait avec le Guy, c'est que ça fait chier parce que t'as l'impression vraiment de tomber comme un communiste, mais genre si la population n'est pas prête à être libre et que t'as des communistes qui arrivent avec des pensées genre qui sont tellement séduisantes, tu sais, on leur dit oui, non mais en fait c'est juste parce que lui il garde l'argent, il garde le pouvoir et si on était là, d'un coup ça serait l'utopie. Mais en fait c'est trop simple pour eux de gagner les cœurs si en plus la population n'est pas habituée à se dire, en fait, oui, il y a des cycles économiques, il faut du temps, c'est sur le temps long. Et là, les mecs reprennent le pouvoir, 3 ans après, c'est la guérilla, en fait. C'est ça, parce que... C'est ça qui est terrible. Ils vont distribuer un repas gratuit le premier jour, puis il n'y aura plus rien à bouffer le reste, quoi. C'est ça, le truc avec, justement, avec Bitcoin pourrait être utilisé comme ça. Si en plus de ça, en Europe, on a encore cette chasse aux sorcières bitcoiner, ce mouvement-là pourrait se répercuter sur le Salvador. Et donc, l'opposition pourrait s'en emparer et dire, regardez, en Europe, les méchants bitcoiners, regardez, Bukele, c'est un méchant bitcoiner aussi. Et en plus de ça, il vous a volé des fonds parce qu'il a utilisé vos taxes pour acheter du bitcoin. Et financer le terrorisme. Etc. Donc, en fait, ça fait un cercle vicieux et l'opposition en joue. Il faut détruire l'opposition, en fait. À la conclusion, vive la dictature. Exactement. Non, mais je pense que à long terme, la solution va être une décentralisation de l'État, un peu comme j'espère ce qui peut arriver en Europe, qu'on arrête de donner plus de pouvoir à l'Union européenne et qu'on donne plus de pouvoir aux communes. Ouais. Et je pense que quoi qu'il arrive, ce serait la fin désirable, qui remettra les pendules à l'heure de tout le monde en Europe, mais aussi au Salvador. Ouais. Et d'ailleurs, Bukele est un des
il s'inspire beaucoup d'une figure qui s'appelle Francisco Morazán, qui était le président de la République centrafricaine. Donc c'est en gros une république qui regroupait le Honduras, enfin tous les pays d'Amérique centrale, du Panama jusqu'à, ou peut-être pas le Panama, mais du Costa Rica jusqu'au Guatemala. Et lui s'inspire beaucoup de lui en parlant beaucoup dans ses discours, en s'habillant aussi quelquefois avec des vêtements qui ressemblent aux habits parce que c'est un général, aux habits du général. Et c'est une figure qui est très très connue et plébiscitée par la communauté plutôt libérale d'Amérique centrale. Et donc il se sert beaucoup de cette figure-là. Et on a parlé pas mal de fois de sa volonté de réunifier l'Amérique centrale. Le dictateur d'Amérique centrale. Ouais. Parce que Unified. Parce qu'à l'époque, en fait, après la chute de l'Empire espagnol, quand le royaume, ça s'appelait le royaume du Guatemala, l'Amérique centrale s'appelait le royaume du Guatemala à cette époque-là, quand le royaume du Guatemala est tombé, ce qu'ils ont mis en place, c'est une fédération comme il y avait aux États-Unis à cette époque-là, avec le Salvador, le Guatemala, le Honduras, qui étaient des États comme le Texas. C'est pour ça qu'ils sont restés aussi libéraux par rapport à d'autres pays de la région, de l'Amérique du Sud par exemple, parce qu'en fait ils partaient d'une bonne base. Il y avait en fait toute la guerre civile découle de conflits idéologiques entre les communistes motivés et financés par la Russie, par l'URSS, et les libéraux financés par les États-Unis et le Royaume-Uni. Ok. Et au niveau de parce que là on a parlé de l'opposition, toi t'as rencontré un petit peu la population, alors on t'a pas interrogé tout le monde, hein, mais ça a été quoi ton ressenti auprès des locaux par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils sont unanimes sur tout? Est-ce que aussi il y a quand même des trucs où ils disent ouais ça fait chier? C'est quoi le feeling? Il y a quand même des divergences. Le point quand même le plus notable, c'est que tous sont forcément d'accord pour dire que la sécurité va mieux, à part une certaine élite qui elle n'a pas connu les violences. C'est facile du coup. Oui, c'est possible. Ah, tu veux dire ils étaient protégés de par leur statut. Par exemple, là-bas j'ai rencontré une personne qui s'appelle Juan, qui parlait français parce qu'il a été au lycée français de San Salvador, qui est un des lycées français les plus réputés d'Amérique latine. Et lui me racontait que parce que il était dans une famille assez aisée, il n'avait jamais été témoin de violence, qu'il faisait un footing tous les matins dans les rues de San Salvador et qu'il n'a jamais eu de problème. Et à côté de ça, quelques jours plus tard, je parle avec j'avais parlé avec certains bitcoiners, c'était une des premières fois où vraiment je posais des questions un peu plus approfondies, et eux me racontaient non en fait moi dans mon quartier il y a telle personne qui est décédée, je travaille avec des enfants, il y en a 2-3 qui sont morts par année, et donc c'est vraiment le jour et la nuit. Donc t'as cette élite là qui elle ne voyait pas cette violence, qui critique beaucoup Bukele parce qu'en fait sa politique n'a pas beaucoup impacté leur vie. Eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils voient, c'est un gars qui essaie de changer un peu toute la dynamique du pays et comment dire, et qui n'a pas forcément d'impact, et ils rigolent de lui, etc. Enfin, comme une opposition, quoi. Mais c'est une minorité de la population, et la majorité, eux, ils ont leur vie qui est en train de changer complètement. Ils peuvent sortir librement, ils peuvent ne plus risquer de se faire assassiner sans rien avoir fait. Même s'ils avaient fait quelque chose d'ailleurs, c'est vraiment c'est vraiment le point de la sécurité en fait. À partir du moment où t'as une personne qui te sort de la misère, forcément tout change. Et donc tous, c'est pour ça qu'il est, selon les sondages, plus de 90% d'approbation, entre 85 et 90% d'approbation. Il a été réélu à 85% des voix. Donc c'est pas juste les sondages, c'est un peu plus que Macron, quoi. Il y a pas de soupçon de manipulation. J'ai rien entendu parler de ça. J'ai fait des recherches justement pour le documentaire pour voir si certains pointaient du doigt. Et puis l'opposition m'en aurait parlé quand je l'ai interviewé, mais aucun. Okay. Parce que c'est le président aujourd'hui le plus aimé par sa population, quasiment. Ou un des plus, je crois. Je sais pas si les premiers, mais Poutine devant, c'est tout. Mais Poutine et Netanyahou. Ici, mais putain. Eux, ça se discute peut-être un peu plus. Et concernant donc, tous les gens qui ont été emprisonnés, même la population, ils se disent que c'est un trade-off acceptable du coup, même si tu as peut-être rencontré des gens qui ont des proches qui ont dû se faire enfermer, je sais pas si c'est le cas.
Non, autour de moi, j'ai demandé à pas mal de personnes et personne ne m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait été enfermé. Et enfin, d'ailleurs, certains prennent ça comme un argument de dire moi je connais personne qui connaît quelqu'un qui a été enfermé. Donc ils disent c'est pour ça C'est un complot. Ouais, c'est certain. Parce que après ça peut s'expliquer aussi parce que les gangs sont assez refermés entre eux, donc leurs connaissances sont que d'autres membres de gangs. Donc si tous les membres de gangs ont été arrêtés, forcément ceux qui sont pas dans les gangs, Personne ne les connaît. Voilà. Donc après je sais ça veut dire pas. que le boulot a potentiellement été bien fait du coup. Après peut-être que c'est que j'ai pas assez posé de questions ou que les gens me faisaient pas confiance et voulaient pas en parler. Je sais pas, ça peut être d'autres raisons, mais sinon. Parce qu'il y a pas des groupes parce que souvent on avance l'argument que oui, il aurait enfermé des gens qui devaient pas être enfermés. Mais est-ce que t'as relevé, je sais pas, des manifestations, des groupes, des associations qui se sont créées, ils disent voilà, moi j'ai un membre de ma famille qui a été enfermé alors qu'il aurait pas dû. Oui, il y en a. Ok. Il y en a. D'ailleurs, il y a même après forcément faut croire dans ce que les ONG disent parce que certains disent qu'ils sont corrompus, d'autres non. Donc forcément l'opposition se sert de ces arguments des ONG qui au début de l'état d'urgence recensait un tiers des premiers milliers arrêtés étant innocents, potentiellement innocents. De ça, il y en a pas mal qui ont été libérés, mais il y en a certains qui sont restés. Et aujourd'hui, c'est c'est plusieurs centaines, c'est entre 200 et 300, il me semble, présumés innocents qui seraient morts en prison depuis le début de l'état d'urgence. Est-ce que ça tombe pas mal en prison? C'est maltraitance, il y a eu c'est pas mal de torture. C'est pas Club Med. Et c'est pas les prisons comme en France. Pas de karting et de massage du visage. Ouais, c'est assez spécial. Et surtout que on voit souvent à la télé Sécotte, la grande prison toute neuve, blanche, avec les grands couloirs et des cages avec 50-60 personnes dedans. Et en fait, ça c'est plutôt propre et plutôt joli comme prison, entre guillemets joli. C'est neuf. Ouais, c'est tout neuf en tout cas. Et ça c'est aéré, donc il y a peu de chances de choper des maladies comparé aux prisons les plus populaires. Et donc forcément la première étape, en tout cas au début Sécotte n'existait pas, donc les gens qui étaient enfermés là-bas, s'ils étaient torturés, mal nourris, potentiellement blessés ou autres, et qu'ils étaient en plus dans un endroit sale, délabré, avec beaucoup de violence aussi, vu qu'ils s'étaient paquets avec tous les autres, forcément tu as dû avoir des personnes mortes. Donc c'est aussi un des gros défauts, enfin un des gros arguments de l'opposition, de dire que il y avait les droits de l'homme qui ont été bafoués, etc. Ce qui est sûrement vrai. Je pense qu'on peut le dire. Oui, il y avait des innocents, même parce que aux yeux des droits de l'homme, même une personne coupable ne devrait pas avoir été torturée ou autre. Ça se discute. Ça se discute, mais bon, les droits de l'homme disent que normalement, ouais. Et on s'est plutôt accordé là-dessus. Ouais. Donc c'est sur ça que discute l'opposition. Et pour répondre à ta question, en fait la population sont dans un entre-deux. La majorité ne connaissent pas de proches qui ont été enfermés, donc eux ça les touche pas beaucoup. Mais il y a quand même aussi certaines familles qui protestent et qui forcément se plaignent de ça. Et t'en as aussi pas de personnes que j'ai rencontrées, mais plusieurs interviews d'autres documentaires que j'ai vus avec des personnes dont la famille a été touchée. C'était par exemple un père dont, si vous voulez, je vous renverrai la vidéo si je la retrouve, un père dont le fils a été arrêté et qui était forcément triste que son fils soit en prison probablement à vie, mais qu'il pensait que c'était une bonne chose et que il trouvait du bénéfice dedans. Donc ils arrivent à le prendre avec philosophie et... Ouais, après pas tous, c'était un cas que j'ai vu. Ah mais c'est étonnant. Mais c'est comme il y avait des vidéos là qui tournaient quand ils avaient fait des interviews de gens qui étaient emprisonnés, genre vraiment les chefs de gang. Et après je sais pas si c'est de la propagande, mais je pense que ça peut être vrai. Et tu voyais le mec qui disait non, c'est justifié que je sois là, ça m'ouvre presque une possibilité de rédemption. C'est un peu la discussion qu'on avait avec Théo Mogenet, tu vois, qu'en final la punition à des moments elle est nécessaire pour la salvation de l'âme, tu vois. Ouais, il y a plusieurs vidéos comme ça. Si vous tapez sur YouTube Sécotte Salvador, plusieurs de vidéos de gens qui ont visité la prison et qui ont interviewé des prisonniers. Et certains d'entre eux disaient ça. Ouais. Tu vois sur leur gueule, hein, c'est pas possible que ce soit des mecs normaux. Hein. Ils ont déjà se taper partout. Il y en a, tu sens qu'ils ont massacré. Surtout à Sécotte, en fait, c'est vraiment ceux dont on est sûr qu'ils sont de gang parce qu'ils ont déjà des signes distinctifs clairs et nets. Après, à Sécotte, c'est 40 000. On estime qu'au total, il y a plus de 80 000. Donc, il y a au moins la moitié qui est dans d'autres prisons. Et donc, c'est assez difficile. En fait, il y a qu'une.
c'est aussi un point noir de cette politique, c'est que en fait il y a la moitié dont, ok, on est quasiment sûr c'est des membres de gang, mais la moitié qui sont pas visibles, dont voilà, on peut pas forcément les visiter, on n'a pas de communication avec eux. La famille, même la famille des membres de gang, ne peuvent pas communiquer avec eux. Donc en fait, potentiellement il y a 40 000 personnes, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, quoi. Et voilà, après il y a eu pas mal d'histoires, des photos satellites de ces côtes qui montraient genre du sang par terre. Enfin, pour ça c'était de la merde. Je pense que il y a pas de preuve à part une tache marron sur le sol. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ok. Bon, bah, je pense qu'on on a fait un beau tour là. hein. Je sais pas si t'avais toi des trucs à rajouter en plus. Est-ce que c'est un endroit que tu recommandes aux Européens pour aller voir, que ce soit par curiosité ou en voyage comme toi? Et même y vivre. Y vivre aussi. Ouais. Et déjà, il y a beaucoup d'expatriés, surtout des bitcoiners. Donc, je pense que c'est une destination qui peut plaire à beaucoup d'Européens. Moi, personnellement, ça m'a plu pour passer un mois. Je me verrais pas y vivre 100% de l'année. Surtout qu'après, j'ai été pendant la période où il fait assez chaud, mais t'as aussi la période des pluies. Donc, c'est pas des pluies qui sont... C'est pas 100% de pluie, mais c'est... des épisodes c'est genre ça peut pleuvoir d'un coup pendant quelques minutes et c'est assez intense, donc faut aussi s'adapter à ça. Ça je l'ai pas vécu, donc je pourrais pas donner mon retour sur ça. Puis la qualité des infrastructures est encore pas terrible aussi, déjà dès que vous quittez les grandes villes, il y a pas forcément d'eau chaude dans les appartements, dans les locations, il y a l'électricité, il y a l'électricité, l'internet est bien, il est pas non plus incroyable mais il est bien. Il y a notamment Google qui a investi pas mal au Salvador, donc ça devrait changer, je pense, dans les prochaines années. Il y a Starlink. Il va avoir il y a Starlink aussi, mais non, mais enfin c'est Google qui a investi près de 1 demi-milliard au Salvador. Ils ont ouvert. Ils ont un grand bâtiment c'est ça. dans le centre-ville. Ils ont un building à leur nom. C'est assez incroyable. Et vive le capitalisme. ouais. Et t'as aussi des trucs bizarres. Par exemple, t'as une bibliothèque dans le centre-ville de San Salvador qui a été financée, qui est un cadeau de la Chine. Et en fait, t'as un drapeau chinois devant. Des petits livres rouges dedans. Ouais. Et c'était... c'est Joe Nakamoto, je crois, qui a été. Et parce que j'avais pas du tout pensé à ça, mais en fait, il a regardé si les livres censurés en Chine étaient aussi présents dans cette bibliothèque, alors que c'était des histoires qui potentiellement étaient assez connues au Salvador. Et celle qu'il a cherchée précisément n'était pas présente. Donc après, est-ce que c'est la même censure? Ouais. Et après, il a trouvé d'autres livres où des sujets qui étaient censurés en Chine étaient abordés. Donc, il n'y a pas de trace, en tout cas, qu'il y ait une vraie influence. C'était quoi l'objectif? C'était juste un cadeau? C'est la communication, c'est ça? Ouais, ils disent que c'est un cadeau de la Chine. Ok. Pour renouer. Au cas où ils redeviennent communistes un jour. Faut pas qu'ils les oublient. Ouais. Après, la Chine n'est pas non plus très communiste, mais bon, c'est un autre débat. Mais... Communiste politiquement, mais pas économiquement. C'est vrai. Ouais. Et donc t'as pas mal de choses comme ça qui sont un peu shady en apparence, mais qui, en fait, au premier abord, n'ont pas forcément d'importance. Et pareil aussi... c'est un peu l'anarchie aussi. Enfin, en fait, c'est un peu... Genre, je pense que c'est l'effervescence de... faut tout faire, quoi. Il y a tout à faire. Et pareil aussi, d'un point de vue anti-Bitcoin... t'as Tether, Bitfinex qui investit pas mal là-bas, qui je crois qu'on a pas mal d'immobilier partout dans le pays, et donc aussi d'un point de vue anti-Bitcoin, tu peux dire mais c'est quoi, pourquoi est-ce qu'ils sont là, c'est quoi leurs intérêts, etc. Et après, quand tu connais Tether, tu sais que c'est pas les derniers des Bitcoiners non plus, mais bon. Oui, non, mais on peut se poser des questions, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc est-ce que je suis désolé, divergence. Est-ce que je conseillerais d'aller là-bas? Oui, moi je pense que c'est important d'y aller. Déjà, c'est safe. En tout cas, on peut y aller sans prendre une arme. Ouais, forcément. Après, je pense qu'il y a toujours de la délinquance. Forcément, faut faire attention à pas se faire voler ou autre. Mais oui, sinon, je n'ai pas vu de scène de violence. C'est moins qu'en France. Hein. Ouais. De ce que j'ai compris, c'est quand même un des pays aujourd'hui les plus sûrs, presque. Le taux de mortalité est assez bas. Je sais pas s'il est plus faible qu'en France. Mais après, le taux de mortalité et délinquance, c'est peut-être différent. Je me demande si la délinquance, elle est pas plus élevée chez nous que chez eux. Ah ouais, je pense. Parce que nous, la petite délinquance, elle est vénère. Hein. Ouais, c'est possible. Je suis sûr que là-bas, ça casse des carreaux et ça attaque des murs à tous les coins de rue. Là-bas, ils ont l'avantage que toute leur infrastructure était faite pour résister à une attaque de gang. Donc en fait, va casser un carreau, tout est barbelé, tout est protégé. Donc c'est aussi plus compliqué. Part d'une bonne base. Ouais. Et puis c'est pas non plus dans la culture, enfin c'est assez très respectueux. Alors qu'en France, ça commence à être pas mal répandu de voir de la violence un peu partout. Ok, et dernière question perso, la bouffe. La bouffe, c'est très américanisé, donc c'est un peu la même chose qu'aux États-Unis ou au Mexique, c'était très similaire. Ok.
Et voilà, après, vous pouvez tester la spécialité locale, c'est les pupusas. C'est une sorte de galette de maïs avec du fromage dedans. Et puis, ils ajoutent des légumes, soit des pois, soit des... voilà, mais c'est pas pour ton régime keto, mais dommage. Mais non, mais c'est à tester. C'est assez bon. Ils mangent pas trop épicé. Et faut juste faire attention à l'eau. Parce que c'est pas très potable. J'ai fait une indigestion le dernier jour. Tourista. Ouais. Et mais sinon, globalement, c'est plutôt normal. C'est pas exceptionnel. Par contre, vu que c'est pas très cher, nous on a été manger dans un resto gastronomique et genre c'était les plats à 20-30 balles pour de la gastronomie, donc c'est hyper abordable. Ouais, bah oui, le niveau de vie. Ouais. Les femmes, elles sont bonnes. J'ai pas goûté, écoute. J'étais avec ma copine, donc j'ai pas trop regardé. Quel mytho. Allez, Bon, on va s'arrêter là. le pétage de câble. Bon, en tout cas, merci, c'était cool. Merci à vous pour l'invitation intéressant, encore. ouais. On essayera de rediriger les gens vers ton documentaire, mais pas trop non plus, vu que c'est la concu. Non, on s'en fout. Ouais. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on y répondra. Et voilà, on le dit à Marius, il devra répondre aussi s'il y a des questions. Il s'y engage. Merci Voilà, Marius. merci Marius. J'ai pas trop le choix. Mais... non, mais encore une fois, merci de m'inviter. Ça fait toujours plaisir. Ouais, puis on espère que ça fera sauter ta carrière. Là, ça y est, mon image, elle est. Allez, ciao.